l'after ce soir avec Alpha Baldé, avec Jean-Michel Badiane. Si vous venez de nous rejoindre, sachez, on vous rappelle les résultats de Ligue 1 de la soirée. Lyon-Bordeaux 3 partout, Rennes-Dijon 2-2, Nice-Guingamp 2-0, un partout entre Montpellier et Strasbourg. Nantes est allé gagner à 3-1-0 à 10 contre Rose et Saint-Etienne a battu Amiens 3-0. Les gars, on va évoquer les affiches de demain. Il y en a 3, il en reste 3 des matchs de Ligue 1. Match de 14h. Lille-Caen, c'est 14h d'ailleurs ou... Ouais, c'est 14h. Non. 15h, voilà. 15h. En fait, j'ai l'heure de retard. Je suis sur un site qui est en portugais pour voir à quel point le mec il est complètement taré. C'est le décalage horaire, je pense. Il y a 1 heure en moins. 17h Marseille-Angers et 21h PSG-Toulouse. Merci, Cyprien Bétou, à qui rien n'échappe et qui nous écoute et qui corrige ses erreurs. On va débuter par le Paris Saint-Germain-Toulouse, l'affiche de 21h. 2 victoires en 2 matchs pour le Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Confiant avant ce match, Jean-Michel, ou pas? Si on n'est pas confiant quand on est dans le vestiaire du PSG ou quand on est supporter du PSG... je me demande quand est-ce qu'on le sera. Il paraît qu'il y a des matchs pièges, il y a des trucs comme ça qui existent. Il y a des matchs pièges quand on ne travaille pas suffisamment, quand on ne met pas l'intensité suffisante à la semaine sur la semaine d'entraînement. Mais non, quand on est dans le vestiaire du PSG, il n'y a pas de match piège. On travaille, on doit être sûr de sa force. Quand je vois le vestiaire et la qualité des joueurs qui composent ce vestiaire, non, il n'y a pas de match piège. Après, ça ne veut pas dire qu'on va faire 100% de victoire sur la saison, mais il n'y a pas de match piège. Non. Alpha. Une équipe parisienne qui, en plus, ça va être la première de Neymar au parc. J'ai l'impression qu'il va vouloir enflammer tout le parc à lui tout seul. On l'a déjà vu ce qu'il est capable de faire lors de son premier match face à Guingamp. Même si Toulouse n'a pas perdu contre le PSG la saison dernière. Oui. Tiens, tu veux une stat d'ailleurs? Toulouse est l'équipe de Ligue 1 face à laquelle le Paris Saint-Germain est depuis le plus longtemps sans marquer. Voilà, il reste sur un nul 0-0. Ils avaient perdu 2-0. Ça fait 198 minutes sans marquer. Le dernier joueur, c'était Di Maria. C'est une petite stat, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, Toulouse pour l'instant, c'est la petite bétounette noire du Paris Saint-Germain. Ouais, comme tu dis, ça vaut ce que ça vaut. Et je pense que ce PSG. Moi je suis une brêle en match, je me suis fait chier à compter, tu respectes. On est deux alors. Non, mais ce PSG là, j'ai l'impression que déjà la bonne humeur qu'il y a aux entraînements depuis que Daniel Alves il joue ou pas? Je pense qu'il a perdu sa tente. Il y a une info oui, quoi. Effectivement, il est endeuillé, Daniel Alves. Je sais pas s'il joue, mais la bonne humeur qu'il a apporté, le fait de communiquer même en français avec ses coéquipiers sur les réseaux sociaux, Neymar qui est là, t'as une ambiance mais extraordinaire et ça se voit sur le terrain. Ces mecs-là ont envie de tout donner, ont envie de survoler. Ils savent qu'ils ont raté un virage la saison dernière qui aurait pu marquer l'histoire du club. Et là, je plains les adversaires cette saison. C'est pour ça que c'est important dans un club de la dimension du PSG de recruter des joueurs qui ont gagné. On s'attribue pas le statut de grand joueur comme ça parce que on a des boucles d'oreilles ou des tatouages. C'est autre chose. Eux, ces joueurs-là sont conditionnés pour aller chercher des victoires chaque week-end. Tu sais quoi, on se faisait la réflexion sur SFR Sport tout à l'heure avec Damien Comolli. Vous savez quelle est l'équipe de Première Ligue qui a le plus de joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions? City. Exactement, mais c'est fou. Et des fois, on se dit pourquoi les clubs anglais n'arrivent pas en Coupe d'Europe? Peut-être parce qu'il leur manque justement des vainqueurs, des winners. Parce que dans le rapport qu'on a à la compétition, au match important, ces joueurs-là ne se préparent pas comme le commun des mortels. Neymar, on voit beaucoup de bonne humeur. Neymar, Daniel Alves, Enco, mais c'est pareil, même dans les autres clubs, on peut les Ramos et compagnie. Mais quand les matchs comptent, les matchs importants, le regard n'est plus du tout le même. C'est là la marque des grands joueurs. Vous savez qu'au Paris Saint-Germain, même s'ils sont grands favoris avant ce match à Toulouse, il y a une chose qui fait débat. C'est le système d'Unai Emery. Et Paul, supporter du Paris Saint-Germain, nous a appelé au 32-16. Salut Paul. Ça va les copains? Ça va et toi? Salut. Ça va très bien. Ça va poto quoi? Ça se passe? Ça va bien, sauf que j'attends demain avec impatience voir si Emery a un peu de coronesse et s'il va enfin mettre son système qui nous annonce depuis des mois et des mois contre une équipe qui nous annonce déjà qu'il va mettre l'autobus. Qu'on me mette le 4-3-3 quand il me dit j'ai peur d'être à l'extérieur ou alors d'une équipe qui va essayer un peu de jouer contre moi, etc. T'as envie de quoi toi? Dis-nous, vas-y. On veut un 4-2-3-1 avec juste Rabiot, Verratti parce que Mota je l'adore mais il ralentit vraiment un petit peu le jeu je pense. Et je veux surtout voir soit Pastore, soit Draxler qui combinent un derrière l'attaquant avec Neymar qui sera à gauche, qui vont un petit peu combiner. Et soit Di Maria à droite, soit on tente quelque chose d'autre si on veut faire signifier que Di Maria est plus désiré dans l'effectif, quoi. Moi, je suis complètement d'accord avec toi parce que demain, c'est le genre type, c'est vraiment le match type où tu peux, face à une équipe de Toulouse qui n'a pas sans leur manquer de respect, bien sûr, qui n'est pas cet adversaire-là, qui va te faire autant de mal dans l'entrejeu techniquement. Et tu dois, oui, pour moi, le système de jeu, le 4-3-3 qui a beaucoup duré, on a critiqué avec Laurent Blanc, Unai Emery s'entête également à rester avec. Et vu la qualité et le nombre de joueurs offensifs que tu as dans cet effectif-là, je pense que tu as moins de
mettre quelque chose en place. Et demain contre Toulouse, c'est l'occasion rêvée pour moi de commencer déjà à donner des signes et à essayer de voir comment tu peux jouer comme ça tout au long de la saison ou dans des matchs très importants où tu as envie de maîtriser offensivement ton sujet. Oui. Il y a beaucoup de supporters du PSG qui nous appellent comme toi, Paul, et qui font d'ailleurs la réflexion aussi sur les réseaux sociaux, sur le hashtag RMC Live. C'est vrai qu'ils en ont un peu marre que finalement Emery n'ait pas les coronesses comme dit Paul. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de syndrome, comme un peu le syndrome des gens qui nous font un peu toujours la même sauce. J'ai l'impression que Unai Emery, quand il a perdu Pastore au début de saison dernière, il est resté planté dans son 4-3-3, il n'a jamais réussi à s'en sortir et on a l'impression que maintenant c'est son totem, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus le toucher. Donc maintenant j'aimerais bien qu'il nous montre que c'est un vrai entraîneur à poigne, qu'il a des idées tactiques et pas qu'il nous serve la même soupe sans arrêt. Voilà. Mais c'est pour ça que cette saison, je pense que si vraiment c'est un système qui lui tient à cœur, il pourra le placer parce qu'il y a beaucoup de joueurs, que ce soit Draxler, même Neymar qui bouge beaucoup, capable de jouer derrière l'attaquant. Son problème, c'est pas avoir été en mesure de s'adapter la saison dernière. Quand il décide de jouer dans ce 4-2-3-1 et de confier les clés du camion à Javier Pastore, s'il avait eu un petit peu d'expérience ou qu'on lui avait parlé de l'historique du joueur, je pense qu'il savait avant qu'il arrive. Il connaît Pastore Emery quand il arrive au PSG. Il connaît le joueur Pastore, mais il sait pas. Donc il sait pas que Pastore, il fait pas 10 mois de compétition par an. Tu peux pas deviner que le mec va se blesser. Enfin, je veux dire, depuis 4 ans, c'est ce qui arrive. Oui, mais il peut se dire peut-être que moi, il avait arrivé, l'AIOS ça va y changer. Oui, donc c'est un magicien. Personne n'a réussi dans le staff médical, mais lui, il est arrivé. Et tout là, il a dit regarde, j'avais fait la tactique, il y a trop. Mais sinon, le système en soi, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que moi je reste persuadé qu'en Ligue 1, le Paris Saint-Germain joue avec un milieu de terrain, quand il joue avec ce 4-3-3 là, un milieu de terrain en trop. Souvent ils sont amenés à jouer des équipes qui dans l'animation défensive jouent très bas, essayent de fermer les espaces. Et il faut des joueurs capables de combiner, ce qui est le cas de Pastore, ce qui est le cas aujourd'hui de Neymar également, de Di Maria s'il se remet au niveau. De Draxler les gars quand même. Oui, de Draxler également, oui, je le mentionne aussi. Non, tu l'as pas dit. Bon, je te le dis si tu veux, de Draxler aussi, et de Verratti qui retrouve aussi le niveau auquel il doit jouer, parce que ça aussi c'est important. T'as pas dit Lucas? Non, j'ai pas dit Lucas. C'est Cyprien Bétou qui nous l'a soufflé, tu vois. Ouais, mais Lucas, Lucas. Il est encore au PSG? Non, mais surtout, je sais pas moi, mais moi je fais partie de cette petite secte qui s'appelle les pasteurs optimistes. On attend toujours. C'est merveilleux ça. Attends, Paul, c'est génial comme expression. Les pasteurs optimistes, t'as compris le jeu de mots? Pasteur, tout, secte, religion. Oui, j'adore. Non, mais on espère toujours qu'il va faire une saison complète. Et là, je me dis, si Neymar il s'entend bien avec lui, il y a moyen que ça fasse quelque chose. Mais bon, encore une fois, il faudrait que ces petits muscles ils tiennent quoi. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Pastore. Toute personne qui aime le foot prie que Pastore fasse une saison complète. Ce que je veux dire, c'est que ça va amener, ça va enlever un peu de pression même à Unai Emery. Si c'est Pastore, tant mieux, parce que c'est lui qui, quand il est en pleine forme, derrière l'attaquant, à mon sens, c'est le plus fort. Maintenant, quel entraîneur peut aujourd'hui parier sur Javier Pastore qui est capable de jouer 10 mois? C'est dur. Aujourd'hui, si c'est Pastore et qui fait une saison pleine, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, d'autres sont capables aussi, dans ce 4-2-3-1, de jouer derrière l'attaquant avec brio. Que ce soit Draxler ou même Neymar. Tu peux, avec la qualité que tu as offensivement, oui, tu as plein de joueurs qui peuvent s'adapter. Et c'est à lui, justement. Moi, je sais pas s'il est travaillé à l'entraînement, si les joueurs sont dans une sorte de confort avec ce 4-3-3 là. J'ai l'impression aussi qu'il y a ça qui compte, que les joueurs sont tellement habitués à ce schéma qu'il a peur de le bouger parce que ça va prendre du temps pour qu'on s'adapte et qu'il a tellement la pression que ça peut rapidement tomber sur lui et qu'il sait que cette saison il n'a pas droit à l'erreur. Il y a peut-être tous ces facteurs là qui comptent dans la tête d'un coach et de son staff lorsqu'ils discutent, mais je pense que c'est le moment où par exemple toi qui est avec nous, j'ai oublié le nom c'est Paul. Paul, si il tente ce 4-2-3 et que face à Toulouse il gagne pas et que le match d'après il gagne pas, tu dis quoi? Faut revenir au 4-2-3-1. Non, je te dis pas le contraire, mais après, je veux dire, s'il le teste pas maintenant, alors ok, partons sur jusqu'à la fin de son contrat, Emery fera du 4-3-3, et puis voilà. Il y a une clause dans son contrat à 4-3-3. Ça y est, on est perdu jusqu'à la fin, on n'a pas le droit de rêver quoi. Non, je pense que c'est le moment ou jamais. On va voir ce qu'il va faire demain. On va voir. Tiens, demain également, il y a un petit événement au Parc des Princes avant le match, en l'ouverture de rideau, comme on dit, de ce PSG Toulouse. Les adieux de Blaise Matuidi au Parc des Princes. Un petit mot, Paul, quand même, sur, on va dire, sa contribution au Paris Saint-Germain. On a évoqué ses stats, il y a un 7e joueur le plus capé de l'histoire du PSG. Il a remporté la moitié des titres du PSG, la moitié des titres nationaux, 16 sur 32. C'est quand même énorme. Je pense qu'il y a unanimité là-dessus, il n'y a pas un supporter. Il y en a pas mal qui l'ont taillé ces derniers temps quand même. Oui, mais parce que voilà, c'est Matuidi, c'est un peu facile de le tailler parce que c'est le mec qui va pas forcément te faire 99 passes magnifiques sur 100,
mais il a toujours tout donné pour le maillot. C'est un mec, on l'appelait Quatre Poumons. Il a eu tous les surnoms à Paris, les plus beaux et pas les plus mauvais, je pense. Et c'est bien qu'ils officialisent un peu son départ, qu'ils lui fassent une belle sortie comme ça, parce que c'est un joueur qui le mérite, quoi, tout simplement. Voilà. Jean-Michel, d'accord avec ça? Ah oui, complètement. Il a été raillé, à mon sens, très souvent à tort, parce qu'on a été amené à le juger sur des... Tu l'as souvent fait en off d'ailleurs. C'est vraiment moche de dire ça. Justement. Non, mais parce qu'honnêtement, il a très souvent été jugé sur des qualités que lui-même ne revendiquait pas de façon. Ouais, c'est ça, Mais il faut qu'il soit jugé il fallait qu'il soit jugé sur ce qu'il savait très bien faire. Il amenait autre chose dans ce 11. Donc honnêtement, il ne faut pas oublier que c'est l'un des premiers joueurs qui est arrivé sur le projet qatari. Donc être capable de durer, de gagner aussi avec tous ces grands joueurs qui sont arrivés. Nombreux sont arrivés et ils sont repartis avant lui. Bravo à lui et bonne chance du côté de Turin. Merci en tout cas, Paul, de nous avoir appelé. Bon match à toi demain. Merci, salut Paul. Merci. Évoquons un petit peu Toulouse quand même, les gars, l'adversaire du Paris Saint-Germain de demain, qui lors des 2 premières journées a fait défaite face à Monaco et une victoire 1-0 face à Montpellier. Ils avaient perdu 3-2 face à Monaco lors de la première journée. Vous les sentez comment ces Toulousains là? Aucune idée. Franchement, aucune idée. C'est une équipe qui peut, on sait ce genre de match-là, Dupraz, c'est un préparateur mental qui sert beaucoup sur les grands rendez-vous. La saison dernière, il nous l'a prouvé un petit peu. C'est quelqu'un qui prépare les matchs, j'ai l'impression, de façon très différente. En fait, j'ai suivi quelques entraînements au centre de Toulouse. Le discours compte beaucoup pour avoir discuté avec certains joueurs de cette équipe. Le match face à Montpellier n'est pas préparé, surtout mentalement et de façon. Il n'hésite pas à appeler certains joueurs qui sont très importants pour lui dans son dispositif, à tenir quelques minutes, voire vraiment une demi-heure de discours avec certains joueurs avant un déplacement ou avant des matchs très importants pour lui. Donc ce genre de match peut être une configuration où Toulouse affiche un visage totalement différent de ce qu'ils ont affiché jusqu'à maintenant. Donc on ne sait pas à quoi s'attendre exactement à cette équipe, quoi. Alors, c'est vrai qu'on connaît Pascal Dupraz, on sait qu'il aime bien taper sur la corde affective, on va dire sentimentale. J'ai envie de te dire, un match comme ça face au Paris Saint-Germain, le PSG de Neymar, alors celui qui est en train de claquer des millions, limite t'as même pas besoin de motiver tes mecs, si? J'imagine que c'est le match le plus simple pour lui à préparer sur cette saison. C'est le plus dur du coup, parce que lui s'il joue beaucoup là-dessus. Ça veut pas dire que c'est oui, pas mais non, parce que justement, ça c'est un ressort qu'il aime aller chercher, ce ressort affectif. Il y a une dimension qui est spéciale déjà même quand on vient jouer au parc. Donc encore plus avec ce PSG là. Donc, au contraire, je pense que dans sa préparation tout au long de la semaine, il n'y a pas eu grand-chose à aller chercher au niveau de ses joueurs. Ils savent très bien qu'il faut faire un grand match, même en étant à 110%, même pas sûr d'aller faire un résultat face à ce PSG là. Mais pour lui, c'est ce genre de match qu'il a envie de préparer toutes les semaines, au contraire. Autre match demain à 17h, Marseille-Angers. Alors les Marseillais qui pour l'instant sont pas mal. Alors même s'ils restent sur un match nul en Slovénie à Ljubljana face à Domžale, un but partout. 2 victoires lors des 2 premières journées face à Dijon et face à Nantes. Ils n'ont pas pris de but encore en Ligue 1 les Marseillais. Match donc face à Angers. Alpha, il t'inspire quoi ce match, ce Marseille-Angers de demain? Ça peut être le match piège face à Angers, qui est une équipe qui connaît bien la Ligue 1 et qui tu vois que ça existe les matchs pièges? Ouais, je pense que ça existe pour Marseille. Pour Marseille, pour le PSG. Tu vas avoir des gros problèmes. Tu vas te faire les amis. L'adresse à la fin de l'émission sur Twitter de Jean-Michel. Non, ça peut être une équipe d'Angers qui tient beaucoup tête à des équipes comme Marseille. On a vu la saison dernière au Monaco ou tout ça. Mais Marseille, moi, ce que je vois jusqu'à présent, on se pose beaucoup de questions sur le jeu et sur ce que veut mettre en place Rudy Garcia. On n'arrive pas vraiment à voir. Alors il gagne, c'est vrai, un championnat, on l'a vu de façon difficile le week-end dernier, but de la main pratiquement, et dans le contenu ça laisse vraiment à désirer. T'as une envie de faire quelque chose, mais tu te bases sur des individualités ou sur des actions inattendues, inespérées comme ça, t'arrives à délivrer l'équipe. Mais dans le jeu, moi j'attends de voir du jeu dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Alors certes, aujourd'hui, ce qui est important pour les supporters ou pour la direction ou l'entraîneur, c'est le niveau capital, c'est-à-dire qu'ils ont 2 victoires, qu'ils n'ont pas pris de but. Mais dans le contenu, ça laisse vraiment, vraiment à désirer, quoi. Après, je pense il se raccroche vraiment à ça pour l'instant. Oui. En l'occurrence, les résultats, parce que la saison dernière, c'est ce qui avait fait défaut. Avant l'arrivée de Rudy Garcia, il a dû aussi remettre certaines choses en perspective pour pouvoir aller accrocher l'Europe. Mais oui, c'est vrai que dans le contenu, on attend beaucoup plus, quoi. Notamment les joueurs de côté, on doit servir Germain beaucoup plus facilement. Les 2 animateurs de jeu, que ce soit Sanson ou même le petit Maxime Lopez. Il y a de la qualité pour jouer, pour amener autre chose dans le contenu. Donc je pense que dans le regard que peut avoir Rudy Garcia sur son équipe, outre les résultats, il est conscient aussi que
ça suffit pas. Qu'il faudra faire beaucoup plus pour gagner en cohérence et gagner en consistance sur la saison. Ouais. Et on parlait aussi, on parle de tactique pour Unai Emery, mais je pense que ça vaut également pour Rudy Garcia. Où à un moment donné, je pense que ce 4-3-3 qui ne t'offre aucune solution offensive, mis à part espérer que t'es Ocampos qui parvient à dribbler personne, comme on l'a vu face à Domzalé, ou Thauvin qui s'enferme beaucoup sur son couloir gauche, même s'il a reçu quelques exploits. Il y a quelque chose peut-être à essayer dans l'entrejeu où tu as Luis Gustavo qui est tellement bas et que tu as l'impression que Sanson et Maxi Lopez sont un peu perdus, n'arrivent pas à apporter ce talent offensif. On se demande si lui aussi il pourrait pas jouer un 4-2-3-1 ou apporter quelques modifications à son système de jeu. Après, à terme, il peut mettre Luis Gustavo avec un milieu relayeur type Maxime Lopez ou Sanson. Voilà. Et puis Dimitri Payet peut prendre derrière l'attaquant, derrière Valère Germain et 2 joueurs de côté. Ça, c'est possible. Voilà. Globalement, t'en penses quoi du mercato, Jean-Michel, de l'Olympique de Marseille? Je sais qu'Alpha, on l'avait déjà évoqué ici. Est-ce que tu penses qu'ils ont du coup une profondeur de banc qui peut leur permettre de jouer la Ligue 1 à fond, on va dire, plus la Coupe d'Europe, même si la Coupe d'Europe officiellement c'est pas encore fait? Déjà d'une, oui, c'est pas encore officiellement fait, mais je pense qu'il n'y a pas suffisamment encore. Parce qu'ils ont quand même pas mal recruté là. Oui, ils ont pas mal recruté, mais ils avaient aussi je pense qu'ils doivent pas mal recruter aussi. Ils avaient un effectif qui était ce qu'il était aussi déjà. Donc ils ont fait aussi de très bons coups, mais c'est pas encore suffisant. Je pense notamment à Valère Germain. Ça, c'est à ce prix-là, à 8 millions. C'est donné, quoi. Pour la Ligue 1, c'est donné. C'est cadeau, oui. C'est assez exceptionnel à ce niveau-là, mais je pense que compte tenu des ambitions en Ligue Europa et en Ligue 1, où l'OM doit d'être cohérent, doit être dans les places qui comptent, hein, donc c'est top 5, pas plus, il faut encore recruter. Ouais. On rappelle que Marseille, c'est donc une victoire 3-0 face à Dijon, une victoire 1-0 face à Nantes lors des 2 premières journées et qui reste sur, il y a quelques jours, un match nul 1 partout en barrage de Ligue Europa face au club slovène de Domžale. François, supporter de l'Olympique de Marseille, nous a appelé au 32-16. Salut François. Bonsoir messieurs. Alors salut François, es-tu satisfait du début de saison de l'Olympique de Marseille? Si on prend juste en fait les résultats au pur point de vue comptable en Ligue 1 et les résultats en Ligue Europa avec là un match nul à l'extérieur, oui, on va dire que sur le match nul à l'extérieur face à Domzalé. Domzalé, c'est sûr que voilà. Hein. Après voilà, c'est des déplacements chiants, franchement, c'est pas évident. Non mais c'est des équipes qu'on maîtrise pas forcément énormément. Nico. C'est des ambiances particulières. Attends. En début de saison. Non mais c'est au-delà du résultat. Attention François. Moi, c'est au-delà du résultat. Le c'est contenu, qu'en première période, on voit Domzalé bouger complètement l'Olympique de Marseille. Moi, si tu me fais un résultat nul, alors que Domzalé revient à la 96e minute de jeu sur un but cracro, sur corner et tout, ok, mais tu te fais complètement déménager sur la pelouse et ça, c'est inacceptable pour une équipe comme l'OM, quoi. Mais messieurs, vous me prenez pour un supporter olympien pas objectif, j'allais y venir. Sur le contenu, en fait, pour l'instant, c'est super inquiétant. Ou t'es supporter ou tu l'es pas, excuse-moi, François. Non, on peut être supporter et objectif, messieurs, c'est possible. J'ai essayé de vous le démontrer. Pour l'instant, sur le contenu, c'est inquiétant. C'est pas du niveau de ce qu'on pouvait voir quand ça fonctionnait bien l'année dernière. On voit que là, dès que Dimitri Payet, d'ailleurs, est plus là, au moins, effectivement, dans le jeu, dans ses dribbles, il est pas spectaculaire, mais dans ses centres, en tout cas, il faisait le boulot, dans ses passes. Là, il est pas là. C'est une catastrophe. Je pense vraiment que Ocampos, le pari de Garcia, moi je pense que son pari va le perdre. Ocampos, je le vois pas prendre en consistance par rapport aux nombreux passages qu'il a déjà fait. Mais c'est quoi, il est trop brouillon pour toi, Ocampos? C'est un peu l'impression qu'il donne, il est très volontaire, mais... Ocampos, il a une belle technique, mais il est trop friable. Il est trop léger, il est trop light, ça dépend ce que tu appelles bonne technique, au fait. Il commence à dribbler pour passer vraiment ses mecs, il se fait rattraper, ou alors il a passé son dribble, il sait plus quoi faire. Un peu comme Thauvin il y a quelques mois, mais ça y est, Thauvin, lui, il a passé le truc. Ça y est, on a l'impression qu'il a déjà son idée, en fait, quand il commence à faire quelque chose de où sont ses coéquipiers et de ce qu'il peut faire. Voilà, au Campos, on n'y est pas du tout pour l'instant. On en est même très loin. Il y a beaucoup de supporters de Marseille, alors qu'il lui donne surtout ça, c'est qu'il est hyper combatif, il donne tout. Oui, mais Nico, François, moi je veux bien que tu sois combatif quand tu viens de Ligue 2 ou de National et que tu joues dans une équipe comme Amiens, un truc comme ça, que ça passe très bien, les fighting spirit, l'esprit d'engagement et tout. Mais quand tu es au Campos et que tu nous fais croire que tu as une technique au-dessus de la moyenne, faut que ça prouve. Moi, tu dis qu'il a une technique intéressante, pour moi, il n'a pas du tout une technique intéressante. Une technique intéressante, c'est un joueur qui parvient à éliminer son adversaire, c'est le minimum au football, ou parvient à trouver son coéquipier bien décalé ou faire de belles passes. Mais comme Jean-Michel
Jean-Michel Badian, il a une technique de drague très particulière. C'est vraiment... Toi, tu balances ce soir. C'est son bisutage. Ça se trouve, il ne reviendra plus. D'ici 0 heure, je l'aurais casé. Ouais, c'est sûr, je reviendrai plus, c'est sûr. Canico, hein. Pour terminer sur Ocampos, moi je trouve qu'il a un potentiel technique intéressant, mais il n'a pas la vivacité et la rapidité d'exécution en fait pour vraiment en faire quelque chose. Voilà. Eh ben merci beaucoup François en tout cas. On rappelle demain à 17h Marseille-Angers. Merci François. De rien, bonne soirée à vous. Merci. Salut, à toi aussi. Voilà. Et puis l'adversaire de Marseille est donc Angers, qui a fait un match nul face à Bordeaux, Angers, et qui avait ensuite gagné 2-0 face à Amiens. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est pas si mal comme début de saison pour le SCO. Oui, puis c'est une équipe qui va rester fidèle à ce qu'elle nous fait depuis qu'elle est en Ligue 1. Alors tu parlais de pragmatisme tout à l'heure, là on est en plein dedans. Ah bah oui, clairement, mais c'est un pragmatisme qui est assumé. Ils ne vendent pas autre chose. Ils te trompent pas. Ils sont très cohérents. La cellule de recrutement, ils parviennent à bien bosser. Tout à fait, avec Olivier Piqueux. Exactement. Ah oui, non, il y a les cadres, il y a les statuts qui sont bien définis dans le vestiaire, notamment avec Traoré, le capitaine. Non, exactement. Tout est bien articulé et eux, ils te vendent pas autre chose. T'annonces la surprise, Alpha, j'ai l'impression. T'as pas l'air confiant là pour les Marseillais. Quand on joue Angers, je suis toujours un petit peu méfiant. Quand on joue Angers, quand on joue Angers, m'en fous, je la garde. Oui, gardez-la bien. Ouais. Quand on joue Angers, il faut être capable de mettre de l'intensité. Là, on parlait d'Ocampos et des autres joueurs offensifs, mais même les joueurs derrière, Rami, Rolando, il faut que ça aille beaucoup plus vite sur cette première relance. Rolando qui était blessé lors du match face à Dombjalé, sachez pour être de retour. Okay. Et quand il est là, Marseille ne prend pas de but depuis. On lui demandera de mettre beaucoup plus d'intensité sur sa première relance pour en marquer des buts. On lui demandera d'être surtout très bon, c'est tout. C'est ce qu'il fait d'habitude. 15h, autre affiche de cette troisième journée de Ligue 1, match entre Lille et Caen. Alors les Canets qui font un début de saison poussif. Alors par contre Lille, on a tout connu. Le 3-0 face à Nantes et puis le 3-0, la défaite cette fois-ci face à Lille avec ce match complètement chelou. Avec notamment ce match, on a eu 2 Préville dans les buts, puis Bielsa a changé. Il avait effectué ses 3 remplacements en première période. Bref, un merdier pas possible. Kofi sur le dos de Depréville, ça passait moins quoi. Voilà. Il fallait qu'Amadou reprenne quand même un Kofi pour que... Non, mais dans ce match-là, moi, je pense que faut quand même le dire parce que pour être objectif, Bielsa, on a beau l'aimer, ça a beau être un excellent entraîneur que tout le monde du foot apprécie, mais tactiquement, je pense que ce jour-là, il s'est loupé. Voilà, il s'est loupé et cela n'enlève en rien justement ce que je disais tout à l'heure au travail qui avait été réalisé toute la semaine par Strasbourg et son entraîneur. Donc maintenant, on attend de voir exactement, même si on a eu les idées sur les matchs de préparation de ce Lille-là, c'est un Lille qui joue, qui déploie son jeu, qui prend du plaisir. Le premier match, ça avait été un carton 4-0 face à Nantes, je crois. Il y avait eu du jeu, des latéraux qui montaient. C'était une partition, c'était une répétition pour moi parfaite et je me fais pas de soucis pour celui-là. Je sais que dans la saison, les supporters prendront du plaisir. C'est une équipe qui va nous en donner. Mais faut pas oublier que tu as Bielsa aussi. C'est un entraîneur capable de gagner 4-0. C'est un entraîneur capable de battre 5-3. Bon, face à Strasbourg, je pense que les Lillois l'ont vu un petit peu. Mais c'est un entraîneur qui sait où il veut aller avec son équipe. Ça, on peut pas lui reprocher, en tout cas, d'être un entraîneur qui subit les choses. C'est pour ça qu'on est très souvent, on prend très souvent du plaisir avec ses équipes. Alors, il n'y a pas toujours la cohérence sur le plan tactique. On se rappelle avec l'OM, avec ses marquages individuels, notamment où on voyait. Surtout sur la saison, on a du mal. Oui, on a du mal à trouver le fil rouge. Donc c'est ça le souci. Mais enfin, on va retrouver du spectacle à Lille, quoi. Je pense qu'il n'y a pas un mec dans la tribune qui sera mécontent de ce que va amener Bielsa à ce Lille-là cette saison. Même si parfois il y a des loupés, comme ce fut le cas face à Strasbourg. C'est globalement un entraîneur qui va apporter beaucoup aussi à un groupe qui est assez jeune et qu'il a pu façonner aussi, parce qu'il lui aussi a fait un loft parce qu'il a très vite identifié ceux avec qui il voulait travailler et avancer cette saison. Ouais. Tiens, il y a un résultat qui vient de tomber, je vous le dis parce que je suis sûr que vous allez kiffer. Le Benfica a battu le Belenenses 5-0, triplé de Jonas, match qui était d'ailleurs à suivre sur SFR Sport. Seferovic a encore marqué et tout à l'heure, le Sporting avait gagné à Guimarães 5-0 également. Voilà la Liga portugaise. Porto jouera demain face au Moreirense. Un petit mot de Caen également. Alors pour eux, pour le coup, c'est vraiment chaud pour les Canets depuis le début de saison. D'ailleurs, une petite stat également, sachez que Caen, qui va se déplacer donc à Lille demain, reste sur 15 défaites consécutives contre Lille. C'est ce que j'allais te dire, Nico. Caen, malheureusement, qui reste, on parle souvent de spirale dans le football, positive ou négative, qui reste sur la spirale de ce qu'ils nous ont proposé en fin de saison dernière. Ils se sauvent miraculeusement. Ils se sont sauvés miraculeusement la saison dernière au terme d'un match au Parc des Princes.
où ils ont fait appel à cette part d'irrationnel là, qui vous permet parfois d'aller chercher des choses, accompagner un PSG très moyen ce soir-là. Mais c'est un camp qu'on voit depuis plus de 6 mois, quoi. Ils commencent un peu à rentrer dans leur championnat, entre guillemets, les Canets, puisqu'ils vont jouer. Donc là, ils jouent face à Lille. Ensuite, ils ont 2 matchs à domicile, face à Metz et face à Dijon. Et ensuite, ils vont se déplacer à Nantes. C'est là qu'on les attend, justement. C'est là. Parce que là, vu ce qu'ils nous proposent depuis la fin de saison dernière et ce miracle en fin de saison, moi, je les vois pas créer de surprise face au gros, parce qu'ils sont tellement dépassés dans le jeu. T'as pas d'investissement de la part des joueurs. T'as au sein du club les supporters, la direction. Ça se tire de partout, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui est cohérent dans ce club-là. Et même là, on voit l'année dernière les rapports avec l'entraîneur, et puis même là, on parlait du championnat qui vont commencer à jouer avec des équipes qui sont dans leur championnat, entre guillemets. Mais quand on voit ce que Metz ou Dijon a pu montrer, c'est un petit peu supérieur à ce qu'a pu montrer Caen. Alors, t'es inquiet pour Caen, du coup? Pour le moment, je suis très inquiet pour Caen. En termes d'état d'esprit, de contenu, je suis inquiet pour Caen. Un petit peu supérieur, c'est largement supérieur sur ce qu'on a pu voir ces derniers moments. Maintenant, j'espère qu'il y aura une remise en question le plus tôt que possible, parce que tu l'as raté une fois. J'ai vraiment peur pour les Canets que cette saison, tu commences déjà à t'enfoncer dès le début, quoi. On va revenir sur le LOSC, puisque Johan, supporter lillois, nous a appelé au 32-16. Salut Johan. Oui, salut tout le monde. Comment va Johan? Ça va, écoute, on se remet doucement un petit peu de ce qui s'est passé dimanche dernier. On va voir ce qui va se passer demain. Alors Johan, nous fais pas de cachotterie. Johan, tu es vénère ce soir et t'en veux à Marcelo Bielsa. Dis-nous pourquoi. Vénère, je l'étais le week-end dernier. Là, ça s'est quand même calmé depuis, tu vois. T'as pris des médocs, quoi. T'es sous calmant. Ouais, j'ai bossé surtout, donc ça m'a bien crevé. Donc, si tu veux, en plus, je sais pas si vous avez suivi un petit peu la conférence de presse de Bielsa d'hier. Ouais, bon, ça va, je l'ai trouvé un peu sympa quand même, un peu rigolote dans le fond, puisqu'on reconnaît un petit peu du Bielsa, si tu veux. Après, il a détendu un petit peu l'atmosphère, ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est ça, il a un peu calmé le truc. Bon, après, moi j'étais un peu, parce que j'étais passé la semaine dernière entre 16 et 18 avec Courbis, et je voulais lui poser la question par rapport à ces 3 changements, justement, et j'ai pas eu le temps de la poser. C'est vous auriez fait quoi? Il fait un changement à la 39e minute, à 5 minutes de la mi-temps, mais qu'est-ce qu'il fait le coach strasbourgeois? Et il a le temps de peaufiner sa causerie, du coup. Il dit, voilà, les trois changements sont faits, vas-y, on va les chauffer, on va voir s'ils peuvent se faire expulser, quoi. Enfin, moi, je dirais ça, quoi, mais bon, je sais pas, voilà, je pense qu'il aurait dû le faire après la mi-temps. C'est pas une erreur de sa part, puisqu'il y a quand même deux changements à cause d'une blessure, donc c'est pas du tactique, tu vois. Bon, je pense qu'il n'y aura pas du tout ça qu'on verra demain, quoi. Après, quand ça devrait passer, je pense. En tout cas, il y a une supportrice de l'OM qui va te redonner du baume au cœur, mon cher Johan. C'est Alexandre sur l'hashtag RMC Live. Il se passe toujours des choses dans les matchs de Bielsa. Les supporters lillois vont avoir de la chance de se régaler cette année. On te souhaite un bon match, Johan, demain. Ouais, allez, je vous remercie. Merci, bonne soirée à toi, Johan. À bientôt. Dans quelques instants, on reviendra sur la 2e journée de Première Ligue, sur la reprise de la Serie A. Philippe Auclair, Simone Rovera sont déjà chauds. À tout de suite. Eux, ils sont déjà échauffés, par contre. Alpha Baldé et Jean-Michel Badiane. À tout de suite sur RMC.